Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition d'histoire. Les titres. Saint-Louis, les habitants du quartier Pikine espèrent une amélioration de leur cadre de vie. Les eaux stagnantes constituent un réel problème de santé publique. 19 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés à Rufisque. Les agents de l'hygiène mettent en garde les commerçants sur la commercialisation de ces produits. Journée internationale contre l'abus de trafic illicite de drogue, reportage au SICAP. Certains citoyens sont inquiets par rapport à la consommation de cette substance, surtout chez les jeunes. Ils interpellent les autorités. Le reportage santé de cette édition, c'est sur la grippe saisonnière qui frappe fort à Dakar. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La sous-brigade du service d'hygiène de Rufisque a incinéré 19 tonnes de produits impropres à la consommation. Les agents de l'hygiène mettent en garde les commerçants sur la commercialisation de ces produits. Ils invitent les citoyens à redoubler de vigilance. Babacar Seck. 19 tonnes de produits alimentaires d'une valeur de près de 15 millions saisis par la sous-brigade d'hygiène dans tout le département de Rufisque ont été retirés du marché et détruits. Comme vous savez, ces produits sont impropres à la consommation, donc leur consommation aussi pourrait conduire à des intoxications alimentaires puisque c'est des produits qui peuvent héberger des micro-organismes pathogènes. Nous avons fait le maillage de toute la zone, donc dans tout le département de Rufisque, la sous-brigade a fait un travail extraordinaire, un travail vraiment très colossal pour appréhender ces commerçants véreux. N'eût été la vigilance aussi de nos vaillants agents, ces commerçants allaient écouler la marchandise frauduleusement sur le marché. Venu assister à l'opération, l'adjoint au préfet de Rufisque invite les populations à la vigilance. Parce qu'il s'agit d'un combat citoyen. Il est très facile d'aller dans une surface, d'acheter un produit et de vérifier la date de péremption. Si le produit n'est pas périmé également, arriver à la maison, de constater l'état, ou bien même peuvent constater l'état de la conservation au niveau de cette surface-là. Ils ont la possibilité en ce moment-là d'alerter les services de la sous-brigade d'hygiène pour qu'ils interviennent efficacement. Les agents de l'hygiène veulent le durcissement des sanctions pour décourager les contrevenants. D'où vraiment la nécessité de revoir le statut du code de l'hygiène, d'où la nécessité de revoir les pénalités par rapport à ces genres de commerçants véreux qui essaient d'écouler des marchandises frauduleuses à l'endroit de la population. Donc il faut que les autorités vraiment revoient tout ça pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions nécessaires. L'opération de destruction et d'incinération de cette importante saisie de produits impropres à la consommation s'est fait avec le concours de la Sonaged. Babacar Seck, en Casamance, les forces de défense et de sécurité ont eux également détruit 400 hectares de plantations illicites de chanvre indien. 4 tonnes de chanvre indien ont également été saisies. Le ministre de l'Intérieur alerte sur les dangers de cette culture. Il qualifie également comme étant une économie de guerre. Jean-Baptiste veut une réponse alliant à la fois répression et sensibilisation. Jean-Baptiste, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, que je vous propose d'écouter. Il est au micro d'Assanba et de Laure Sambo. On a profité pour venir voir les résultats des opérations de lutte contre le chanvre indien menées cette année en 2 phases par les armées, la gendarmerie et les douanes. C'est à peu près presque 400 hectares de surface, de superficie cultivée et 4000 kg de chanvre indien qui ont été saisis. C'est un résultat exceptionnel qu'il faut saluer et c'est pourquoi j'ai tenu à féliciter les forces armées et les forces de sécurité
pour l'opération combinée qu'elles ont menée ensemble. Je répète, les armées, la gendarmerie et la douane, afin, je ne dirais pas de venir à bout de ce phénomène, mais en tout cas de porter un coup décisif à ce phénomène particulièrement nuisible à notre pays. Le chanvre indien détruit notre jeunesse, le chanvre indien ruine notre économie et le chanvre indien alimente une économie de guerre qui est propice au développement de la criminalité organisée. C'est pourquoi nous menons un combat sans relâche. Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue au SICAP. Certains se disent inquiets par rapport à la consommation de cette substance, surtout chez les jeunes. D'autres estiment que les autorités doivent renforcer la vigilance et durcir les sanctions. C'est un sujet de Ndeye Fall et de Mafal Fall. Plusieurs voix se sont élevées à la SICAP Amitié 2 pour alerter sur les dangers liés à la consommation de stupéfiants. Ousmane Ba déplore l'usage abusif de la drogue chez les jeunes. Pour lui, beaucoup cèdent sous la pression sociale, ce qui les pousse à en consommer. Les causes du drogue, quoi. Donc, on peut dire donc les causes qu'on peut voir maintenant, c'est que la pression sociale, c'est la cause qu'on voit la plupart. Donc les parents te disent tout le temps, il fait ceci, il fait cela. Donc ça peut te pousser à faire des choses que tu vas regretter. Surtout jusqu'à prendre du drogue là. C'est quelque chose qui est tellement dangereux. Mamadou Camara se confie en tant qu'ancien consommateur. Selon lui, c'est le manque d'encadrement et de conseils qui l'a entraîné sur cette voie. Non, xam nga rek affaire xalé té amo ko lay guider jox la yoon bu baax yow kessé yaangi am sa xaalis bo moytul di nga dem bo top yoon bi nga waru top bu boba na bo andi ak sa xel tamé mun nga dem bo xamni yoon bi nga top du yoon santé da koy wañ xaalis bo am dem jëndel li nga soxla. La quarantaine, il profite de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse, qu'elle soit consciente face aux conséquences dévastatrices de la drogue et aux autorités pour plus de contrôle. La drogue, c'est vraiment quelque chose de très bas, elle est néfaste pour vous qui consommez vraiment de la drogue. Quand vous consommez de la drogue, vous pouvez aller faire des choses qui ne sont pas bonnes pour la société. Vous pouvez tuer sans vraiment vous rendre compte que c'est quelque chose de mal. Vous pouvez être là en train d'agresser. On voit beaucoup d'agressions sur Dakar à cause de ces choses-là. Ces choses-là sont vraiment néfastes pour vous. Donc je vous encourage vraiment aujourd'hui à arrêter avec ces choses-là. À nos autorités vraiment, et aussi de mettre un peu plus d'action dans le contrôle pour que les stupéfiants ne puissent pas venir et attraper ces jeunes qui consomment la drogue. La journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue a permis à certains habitants rencontrés à la SICAP Amitié 2 d'interpeller non seulement les jeunes sur les effets destructeurs de la drogue, mais aussi les autorités qu'ils appellent à plus de rigueur dans la lutte contre le trafic et la consommation de ces substances dangereuses. Ndeye Fall, plus de 4 tonnes de drogue incinérée à Touba Sanoko, c'est dans le département de Kaolack. Selon les autorités, la position de la région facilite la présence et la commercialisation de cette substance. Les forces de défense et de sécurité restent déterminées pour faire face au trafic. Mamadou Mokhtar Watt est le gouverneur de la région de Kaolack. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Sekou Diallo et Rastoumbaye. À l'incinération d'une forte quantité de drogue saisie par les différentes FDS. C'est une quantité de drogue qui s'élève à 4 tonnes 311 kg. De par cette forte quantité, vous sentez aujourd'hui l'implication des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre la drogue. Et à ce propos s'y distingue notamment la brigade régionale de stupéfiants, mais également on a la gendarmerie, on a également le commissariat central, de même que l'administration douanière. C'est vous dire donc que la région de Kaolack, de par
par sa position de carrefour, est un point stratégique qui voit converger l'essentiel du trafic de drogue en provenance des deux principaux axes du sud, mais également de l'est du pays. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire qu'en dépit de leurs moyens limités, nos forces de défense et de sécurité s'échinent à la tâche au quotidien pour pouvoir enrayer en fait ce trafic-là. Parce que nul n'ignore les conséquences désastreuses de l'usage de la drogue. Occasion pour lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des populations en fait de la région de Kaolack, pour leur demander véritablement de ne pas faire dans l'omerta et de partager les renseignements avec les forces de défense et de sécurité. Parce qu'à la base de tout travail sécuritaire, il y a d'abord le renseignement. Le renseignement est primordial, le renseignement il est déterminant. Il ne faudrait pas simplement que l'on laisse ce travail donc de lutte contre le trafic de stupéfiants entre les mains donc des forces de défense et de sécurité, en dépit donc de leur engagement qu'on ne saurait véritablement remettre en cause. Et puis ce communiqué du Front pour la défense de la démocratie, et donc le Front pour la défense de la démocratie et de la République, le Front qui évalue ses activités au cours de ces 4 premiers mois. La conférence des leaders du Front pour la défense de la démocratie et de la République se félicite de la coordination de Khalifa Ababakar Sall, qui s'est réuni au siège de Tahaou, Sénégal. Le Front a également informé que Samba Si, le secrétaire général du PIT, va prendre la coordination donc du Front pour la défense de la démocratie. Également ce vaste chamboulement au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Un réaménagement a été opéré donc au sein de l'appareil judiciaire à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Des vagues donc de départ à la Cour suprême. 3 magistrats ont été promis à l'image de Arrêt Diop-Tal, nommé conseillère après un passage à l'ARCOP. Mamadou Sek Diouf et l'Haj Biram Faye ont également été désignés conseillers délégués au niveau du pôle judiciaire et financier. À plusieurs départs, certains ont été rattachés au tribunal de grande instance de Dakar, mais également le pôle s'est renforcé avec de nouveaux juges d'instruction. Plusieurs substituts du procureur ont été redéployés dans différentes juridictions à Dakar, Pikine, Fatick, Rufisque ou même Saint-Louis, mais également des affectations à l'administration centrale du ministère de la Justice avec l'arrivée de 5 magistrats. À la Cour d'appel de Dakar a vu l'entrée de plusieurs nouveaux présidents de chambre, dont Madame Aminata Fall Cissé ou même Mbaye Pouy. Vaste donc mouvement au sein de la magistrature sénégalaise après la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Retenez donc au niveau du pôle judiciaire et financier plusieurs départs, plusieurs arrivées en jeu de chaises musicales. L'administration centrale, notamment le ministère de la Justice, récupère quelques magistrats qui quittent donc les cours des tribunaux pour rejoindre donc l'administration centrale. Le quartier Pikine, c'est à Saint-Louis, a reçu la visite de la direction de l'assainissement qui était venue s'enquérir de la situation que vivent les populations avec les eaux stagnantes, ce qui pose un véritable problème de santé publique. Les habitants de ce quartier espèrent que la situation va s'améliorer. Pikine fait face à un réel problème d'assainissement. Ce constat amer est fait par les populations qui ont reçu la visite du directeur de l'assainissement venu constater l'ampleur des dégâts. La situation que vivent les populations de Pikine et particulièrement de Tableau-Walo. Au préalable, nous avons fait le tour d'un certain nombre de sites, en commençant par Diamaguène, ensuite Auclair, ensuite la station de Diaminar. Nous avons également visité le bassin de Pikine, le grand bassin, avant de venir ici au niveau de Tableau-Walo. Ce que nous avons constaté quand même, c'est des difficultés par rapport à l'évacuation des eaux. Et ici à Tableau-Walo, ce que nous avons vu quand même, c'est une situation qui mérite d'être prise en charge de manière urgente.
Face à cette situation alarmante, les autorités préconisent un certain nombre de solutions. Nous avons essayé de réfléchir à trouver des solutions et l'une des solutions qui est envisagée de manière immédiate est vraiment de poursuivre les curages de manière diligente, de les terminer et également de prendre tous les déblais, en tout cas qui sont issus de ces opérations de curage-là, et les évacuer très rapidement. L'autre aspect également, c'est de voir avec la SONAGED la possibilité de renforcer le dispositif de collecte, notamment en multipliant les bassins, les bacs à ordures dans les zones, disons, critiques. En tout cas, c'est une forte doléance des communautés que nous avons portée à l'attention de la SONAGED qui a pris en tout cas bonne note pour pouvoir aider à régler cette question. Tout en espérant une solution définitive et pérenne à ce problème, les responsables des populations de Pikine comptent aussi sur l'engagement des citoyens à œuvrer avec beaucoup plus de civisme. Makati Camara, c'est le nom du jeune Sénégalais retrouvé mort sur une plage privée à Casablanca. C'est au Maroc. Il avait été porté disparu depuis dimanche. Son père réfute la thèse de noyade. Selon lui, son fils aurait été attaqué. Il réclame justice et invite les autorités à se saisir du dossier. Oumar Gueye Camara, père de la victime, il est au micro de Babacar Seck. Les circonstances de son décès sont... On ne peut pas l'expliquer. Parce que depuis dimanche passé, on est en train de... Depuis dimanche, on est en train de le chercher. Puisqu'il était allé en mer avec sa femme. Dans une plage privée. Assis avec sa femme. À un moment donné, il a dit à sa femme que je vais partir, je reviens. Les caméras l'ont vu une seule fois, quand il était assis avec sa femme. Mais après, ils ne l'ont pas encore trouvé. Mais quand ils sont revenus là-bas, ils ont dit aux gars, si les caméras sont en marche, ils ont répondu que les caméras n'étaient pas bonnes. Ils ont demandé aux maîtres nageurs, ils ont dit que les maîtres nageurs n'étaient pas là. Or que tout ça n'était pas vrai. Le lendemain matin, le lundi, ils sont partis voir le consulat. Quand ils sont allés là-bas, ils sont accompagnés avec le consulat, ils sont revenus sur la plage. Mais ils ont cherché toute la plage, ils n'ont rien trouvé. Le cas de noyade, je ne peux pas accepter qu'il y a un cas de noyade. Il y a des blessures sur son corps, donc le cas de noyade, je ne peux pas accepter ça. Voilà. Donc quand il est sorti, on a vu des blessures. Maintenant, nous voulons que la lumière soit faite sur ça. Que les autorités sénégalaises aussi font appel aux autorités marocaines pour qu'il y ait la lumière sur cette affaire. Parce que c'est une affaire très louche. Parlons tout à fait d'autre chose. Une mission du ministère du Tourisme et de l'Artisanat dans la région de Matam. Le directeur de l'encadrement et de la transformation des entreprises informelles. L'objectif est d'appuyer les artisans à la formalisation, mais également à entrer dans le processus de formalisation. À Canel, plus de 100 artisans ont été formalisés. C'est ce que nous dit Hadi Touré. Il est le directeur de l'encadrement et de la transformation des entreprises informelles. Il est au micro de Amadou Oumar Diadou. Formation des entreprises informelles au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. L'objectif, c'est d'accompagner ou d'appuyer les artisans à la formalisation, ou au moins à entrer dans le processus de formalisation. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mountaga Diao, à la suite de sa tournée qu'il avait effectuée dans certaines localités, a compris que les artisans ont posé face à de réelles difficultés de formalisation, notamment à ce qui concerne l'obtention du RCCN et du LINEA. Et sur ce qu'il nous a donné instruction qu'on puisse aller à l'encontre des artisans pour essayer de les appuyer dans l'obtention du LINEA et du registre de commerce. Donc nous avons déployé une mission avec le directeur des statistiques à ma droite pour essayer d'appuyer un peu les artisans à la formalisation. Mais nous sommes venus aussi nous avons informé les acteurs de la formalisation, c'est-à-dire le tribunal du commerce à travers les RCCN, mais aussi l'antenne de l'ANSD qui se trouve à Matam. Donc pour dire qu'on est là pour 3 jours. On vient de finir l'étape Canel. Nous avons fait 2 jours de formalisation. On a eu à enregistrer une centaine d'artisans.
Et auparavant, on a fait aussi la mission à Sine Saloum où nous avons vu plus de 700 artisans que nous avons enregistrés. Donc, c'est pour sensibiliser aussi sur l'importance de la formalisation parce qu'il n'y a pas que l'enregistrement. Au-delà de l'enregistrement aussi, il y a la protection sociale. La protection sociale consiste à ce que l'artisan puisse avoir une assurance maladie. Les femmes transformatrices des produits halieutiques de Guet-Ndar et Gorumbach ont reçu la visite de la première dame. C'est à Saint-Louis, Marie-Juan Faye a remis un lot de moustiquaires imprégnés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Les femmes transformatrices ont profité du moment pour exprimer leur doléance. Je vous propose de suivre les explications de Yaram Fall. Elle est la porte-parole des femmes transformatrices. Elle est ici au micro de Moumara Signon et de Mokhtar Seck. On espère qu'on a bien accueilli Madame la Première Dame. L'espoir qu'on a, c'est qu'elle puisse attendre les doléances du secteur de la transformation, mais surtout les problématiques et les préoccupations de la femme transformatrice. Parce qu'on a eu à noter que vraiment avec la révision de la loi d'orientation, la reconnaissance juridique des métiers de la pêche, de l'agriculture avec grand A, mais la pêche en particulier, nous incombe. Parce qu'on ne peut pas parler de travailler sans une reconnaissance, sans avoir la carte professionnelle et sans une protection sociale des personnes exerçant dans ces métiers-là. Madame la Première Dame nous a donné un lot de moustiquaires, ce qui est un acte vraiment symbolique parce qu'on est en phase de préparation de l'hivernage et comme vous le savez, le paludisme sévit toujours au Sénégal et c'est un axe. Quand on dit santé, on fait première allusion à la femme. Donc quand elle nous fait un appui de cette envergure-là, on ne fait que magnifier d'abord cet appui, mais sollicite aussi l'appui de l'État du Sénégal pour une meilleure prise en compte des préoccupations de la femme, c'est-à-dire l'aménagement des sites de transformation pour qu'ils régissent aux normes de qualité et normes internationales, mais en même temps un appui financier pour vraiment booster la capacité de production des femmes, parce qu'avec la rarification de la ressource, vraiment les femmes ont des problèmes pour s'approvisionner en matières premières. Quand on parle de matières premières, on parle du poisson, mais aussi le sel, parce que quand on dispose du poisson et quand il n'y a pas de sel, on ne peut pas faire la transformation. Je le disais en titre, la grippe est bien présente à Dakar. Ces derniers temps, certains disent ressentir les symptômes, d'autres semblent minimiser la maladie qui pourtant empêche beaucoup de personnes de mener tranquillement leur activité. C'est un sujet d'Elisabeth Grastine. En l'entrée de l'hôpital Gaspard Camara, nous avons trouvé cet homme qui sortait de l'hôpital. Il confirme que la grippe est bien présente ces temps-ci. Il en profite pour sensibiliser la population. Je suis venu ici pas pour des raisons de grippe ou d'autre chose, mais je me rends compte effectivement parce qu'il n'y a pas plus tard qu'hier, je suis allé dans une structure sanitaire amener mon frère là-bas. Voilà, pour des raisons de grippe ou je ne sais pas. Il y a la grippe, il y a le palu, donc voilà. Donc tout ça on peut pas, en fait on ne sait pas quoi, mais il y a de fortes chances que ça soit... que le Covid reste là, donc voilà, donc on ne sait pas quoi, mais il faut juste être plus préventif, revenir sur les mesures barrières. De son côté, ce jeune homme constate le contraire. Il dit ne pas faire attention à la maladie. Non, vraiment, je viens de l'intérieur de l'hôpital, mais je n'ai jamais constaté de cas de grippe. Et même dans mon quartier, je n'ai pas entendu parler de grippe. Ce père de famille, lui aussi interrogé, dit avoir vu des gens éternuer et tousser, mais il ne sait pas s'il s'agit de la grippe ou du Covid. À l'intérieur de l'hôpital, j'ai vu des gens touchés et éternuer, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Dans mon quartier, je n'ai pas vu de cas de grippe. Personnellement, je ne suis pas venu pour la grippe à l'hôpital. Si c'est le coronavirus aussi, qu'il guérisse et que Dieu nous en préserve. Des cas de grippe sont de plus en plus notés à Dakar. Au moins, les symptômes sont bien présents. À l'hôpital Gaspard Camara, certains patients confirment la présence de la grippe, d'autres en doutent encore. Une chose est sûre, la population est appelée à se protéger. Elisabeth Christine, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes
TV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission L'invité de la rédaction. Je reçois ce soir El Hadj Diop. Il est founder et CEO de la start-up Akassa.